Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus. Salut la meute, c'est Bill Squid. Et bah parfait, c'est une belle intro improvisée, on est très bon. Voilà, contexte, on vient de sortir la vidéo sur les rôles proposés par les abonnés de la meute, dans laquelle on a présenté aussi le vendu que nous a proposé Bill Squid sur notre Discord, je crois. Et il faut savoir qu'entre temps, entre le moment où on a tourné la vidéo et le moment où elle est sortie, on a testé le rôle à une soirée où Evil Squid était d'ailleurs présent, et on a soulevé pas mal de problématiques autour de ce rôle. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un petit truc qui allait pas, on essaie de trouver un moyen de régler le problème, et à chaque fois qu'on trouvait un moyen de régler le problème, il y a quelqu'un qui se ramène en disant oui mais là c'est un peu nul parce que il peut se passer tel truc. Moi, ce qui peut être intéressant, c'est que Evil Squid, tu commences par nous expliquer ton idée de base. Ouais, c'est Ouais. ça. Ok, alors moi mon idée de base c'était comment créer un rôle où on sait que la personne a ce rôle, mais on sait pas si elle est gentille ou méchante et si on doit la tuer ou non. Du coup, je me suis dit, ok, on va faire... je suis parti de l'idée le villageois qui a une carte recto verso où tout le monde sait qu'il est villageois. Je suis parti de cette idée-là et je me suis dit, faire un truc qui serait l'inverse du villageois et du coup peut-être un méchant. Mais du coup si c'est un méchant ça n'a aucun intérêt, donc je me suis dit on va faire un vendu qui peut être soit gentil soit méchant, et en fonction de s'il se fait tuer par le mauvais camp, eh bien ça amène une pénalité au camp qu'il a tué si il aurait pas dû le faire. Moi je suis parti de cette idée là en me disant il faut que ça soit un rôle où tout le monde sait qui il est, donc il n'y a pas de bluff, il n'y a rien, tout le monde sait que c'est lui, mais par contre la question c'est, et on analyse son comportement pour savoir s'il faut le tuer ou non, quel que soit le camp, dans les deux camps d'ailleurs. Et si on se trompe, eh ben on prend une pénalité. Voilà, c'est ça. Oui, en fait, pourquoi on doit mettre la pénalité? Parce que si c'est... Je recommence ma phrase. T'inquiète. Non, en fait, la pénalité est importante parce que si les gens se disent bon, il y a une chance sur deux qu'il soit loup-garou, les villageois vont vouloir forcément le tuer dans le doute. Donc il faut que la pénalité soit assez forte pour qu'ils se disent pas de base bon, vas-y on le tue tour 1. Oui c'est ça, il faut qu'il y ait une contrepartie qui leur fasse mal s'ils se gourent en effet. Donc la pénalité fait pression, et en plus ça plaît beaucoup aux gens, enfin je vois déjà dans les commentaires, les gens ont l'air de beaucoup apprécier le rôle, ils aiment la pression que ça peut apporter. Donc ça c'est assez intéressant. Et là où ça posait problème, c'est que les rôles aléatoires qui ne permettent pas au MJ de maîtriser le nombre de loups-garous dans sa partie, c'est assez problématique. C'est-à-dire que si le MJ choisit pas si le vendu est loup-garou ou pas, eh ben, la partie va... Soit le MJ décide d'équilibrer la partie pour que le vendu soit villageois, et au pire le vendu est loup-garou, la partie sera déséquilibrée, tant pis pour les joueurs. Soit il essaie de trouver un entre deux, mais dans les deux cas, quel que soit le choix, quel que soit le rôle que va avoir le vendu, le camp que va avoir le vendu, la partie va être déséquilibrée dans un sens ou dans l'autre. Et du coup, c'est une problématique qu'on a eu pas mal déjà avec le chien-loup. Qui lui, le chien-loup, lui, on sait pas que c'est le chien-loup, donc c'est la grosse différence avec le vendu. Par contre, c'est vrai que vu qu'il choisit en début de partie s'il peut être loup-garou ou villageois, le MJ peut pas équilibrer sa partie efficacement. Il y a toujours un moment... Oula, pardon. Il y a toujours un des choix qui vont faire que la partie va être soit en faveur du village, soit en faveur de loup-garou. Et c'est vrai que c'est déjà assez délicat d'avoir une partie qui est bien équilibrée, qui soit constante. Et du coup, le fait de rajouter un rôle qui... Voilà, c'est un peu le classique, on va dire, qu'on a fini par éviter avec Jus, c'est d'avoir un rôle qui puisse... qui empêche le MJ de maîtriser sa compo. Du coup, on avait proposé dans la vidéo que ça soit le MJ qui choisisse soit de remplacer un loup-garou pour mettre le vendu loup-garou, soit de remplacer un villageois pour mettre le vendu villageois. Effectivement. Mais il y a un mais, c'est ça le problème. Et il y a un gros mais, c'est que du coup, en général, dans les parties, on connaît le nombre de loups-garous. Donc les loups-garous, ils se réveillent, ils voient combien ils sont. C'était quoi? C'était le vendu. Oui, c'est exactement ça, c'est que si on a annoncé qu'il y aurait 3 loups. Oui, c'est ça. Si les loups se réveillent, ils sont que 2, ils savent que le vendu est forcément loup-garou. C'est ça. Attends, d'ailleurs, il y a un truc que je me souviens plus, c'est le loup-garou, enfin le vendu, quand il est dans le camp des loups, il se réveille pas avec les loups, c'est ça?
Le vendu, quand il est dans le camp des loups, il devient loup de substitution. Alors, à voir comment adapter ça, parce qu'il y a d'autres problèmes avec. Mais il sait qui sont les autres loups, mais par contre, il se réveille pas la nuit tant que les autres sont encore en vie, quoi. Ouais, voilà. Parce que Oui. une des solutions exposées, c'était que qu'on fasse du vendu un traître, comme ça, il n'y a pas besoin de problème sur le nombre de loups. Sauf que si c'est un humain, les villageois n'auront jamais intérêt à le tuer. C'est ça. Et pour qu'il y ait la pression, il faut que ce soit un vrai loup-garou à tuer pour la vie. Et si c'est un traître qui devient loup-garou quand les loups-garous sont tous morts, les villageois n'ont aussi pas intérêt de le tuer parce que autant tuer tous les loups-garous et ensuite voir si le traître se transforme en loup, on sait direct qu'il est loup, on a direct à le tuer le tour suivant. Donc à moins d'être 3 en fin de partie avec le vendu dedans, ce qui est déjà trop tard au final, il n'y a aucun moment où le vendu devient une priorité pour le village. Par contre, si le vendu... Alors, c'était quoi aussi? C'était que, oui, excuse-moi, parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout du truc de tout à l'heure, c'est que si on connaît le nombre de loups-garous, les loups-garous, ils vont voir qu'il manque l'un des leurs et ils vont savoir que le vendu est loup-garou. Et ça pose problème, parce que du coup, les loups-garous vont jamais tuer le vendu... Enfin, ils vont jamais le tuer quand ça pourrait leur apporter un malus. Donc déjà, l'idée de, si tu tues le vendu alors qu'il est dans ton camp, t'as un malus, on le perd du côté des loups. Ouais. Après, on peut considérer que c'est pas grave, hein. Ça peut être... On peut dire on s'en fout. C'est bête. Oui, ça fait pas partie de l'idée du rôle. Et voilà. Et l'idée de le proposer à la fin, c'était un petit peu compliqué. Et à chaque fois qu'on trouve une solution, il y a un truc qui va pas avec ce rôle. Et c'est pour ça que je trouvais marrant d'en faire une petite vidéo aussi. C'est que trouver la solution pour ce rôle, c'est pas évident. Parce que l'idée de base, elle est géniale. L'intention derrière, elle est top, on la comprend très bien d'ailleurs. Hein. Je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo, qui ont même vu la précédente, qui proposaient le rôle, ils comprennent l'intention du rôle. Par contre, comment est-ce que tu fais pour enlever les problèmes du rôle, tu vois? Moi je suis pas MJ professionnel comme vous deux, donc j'ai peut-être un avis différent, mais moi j'aurais tendance à dire tant pis si c'est pas équilibré. On met ce rôle quand c'est une partie où il y a beaucoup de joueurs, et auquel cas un petit déséquilibre ne sera pas trop désavantageux. C'est sûr que si vous faites une partie avec 8 ou 9 joueurs dedans, tout de suite mettre un vendu, ça peut faire n'importe quoi dans la partie. Mais si on est 15 ou 18, mettre un vendu, c'est moins grave, je me dis, non? C'est vrai qu'il y a des moments où quand on fait une compo, on sait jamais si on doit mettre un lot plus ou pas, et ça pourrait être le rôle qu'on pourrait mettre dans ces moments-là. Par exemple, les parties à 11 ou les parties à 15, tu sais jamais trop si tu dois mettre le nombre de loups ou le nombre de loups plus 1, et ça pourrait être une solution dans ces moments-là. Après, la réflexion est très bonne. S'il y a beaucoup de joueurs, l'équilibre est plus dur à rompre avec une seule carte. Donc c'est vrai que c'est pas très grave. Pareil, si tu fais des parties murder ou des parties fun, là, que ta partie soit pas hyper équilibrée, c'est pas important du tout. En général, quand tu fais des parties ambiance, fun, murder, autres, t'as envie juste que les gens s'amusent autour d'une thématique, autour d'une mécanique un peu farfelue, et t'es pas là pour faire une partie hyper équilibrée. Mais en même temps, en fait, le truc c'est qu'un rôle, quand on me le présente, que je trouve bof, mais que je me dis, bon, c'est un rôle pour partie fun, c'est bon, on va pas chercher à le rework, à le rééquilibrer ou un truc comme ça. Ça me dérange pas de le laisser tel quel, tu vois. Celui-là, je le trouve vraiment intéressant. Et je me dis, si on le laisse tel quel, oui, il y a des cas dans lesquels il n'y a aucun problème pour le jouer. Mais c'est vrai que pour une partie à 12-15, on n'a pas grand-chose de rendre le rôle vraiment bien, en fait. Et là où ça attaque ma fierté aussi d'une certaine façon, c'est que d'habitude on me propose un rôle, je vois un truc qui va pas, je dis hop là j'ai la correction, ça corrige, sauf que là on a essayé 15 000 corrections et à chaque fois ça marchait pas. D'ailleurs il y a un autre truc qu'on n'a pas dit et que je t'avais vaguement évoqué par message, c'est que si la sorcière check le vendu, si le vendu devient effectivement loup, est-ce que la sorcière doit le voir loup? Ça c'est la voyante. La sorcière. La voyante. La voyante. Oui, je vais la refaire pour que votre vidéo soit bonne, si vous voulez. La voyante, pour moi, elle verra toujours la vérité si la personne est humain ou loup. Oui, mais alors, du coup, ma question, c'est est-ce que la voyante voit... Ok, imaginons... Ok, on met le vendu dans la partie, et ça peut être très simple pour les villageois de dire, ok, tour 1, voyante, tu check le vendu, comme ça on saura tout de suite s'il est gentil ou méchant. Ouais.
Et ça peut complètement détruire le truc très rapidement. Si quelqu'un dit oui, même dans une partie claire, quelqu'un va dire oui, moi je te crois vraiment méchant. Le jour où cette personne meurt, on se rend compte que c'était la voyante. En fait, voilà. Du coup, je m'étais dit, et c'est peut-être là où on crée un autre problème aussi, je m'étais dit, ok, alors s'il est dans le camp des méchants, il devient vraiment loup que quand les autres loups sont morts. Dans le camp des méchants. Ah oui. Et donc ça veut dire que si la voyante le sonde au début de la partie, elle le verra de toute manière innocent, mais il est peut-être traître temporaire jusqu'à ce que tous les loups soient morts, et auquel cas il devient loup. Mais donc ça enlève pas le fait que les villageois doivent le tuer pour gagner la partie, parce qu'au final, quand ils auront tué tous les autres loups, il deviendra loup, donc il faudra qu'il y passe. Et... Mais tu sais qu'au final, quand j'y repense, ça me fait pas mal penser aux parties où t'as un villageois qui est infecté ou pas par le père des loups dans la partie. C'est-à-dire que dans la compo, tu mets un villageois, un infecte père des loups. Les gens ne savent pas si l'infecte père des loups a infecté le villageois. Et en fait, dans ces cas-là, même sans qu'il y ait une contrepartie dramatique pour la personne qui se trompe, il y a souvent une hésitation à tuer le villageois. Alors, il finit toujours par se faire tuer, ça c'est vrai, mais je me souviens de tous les débats qu'il y a eu autour de ce truc-là parce que c'est ce qui s'en rapproche le plus. Et c'est vrai que, au final, je pense que quelle que soit la façon dont on fait le vendu, le village n'a pas intérêt à le tuer jusqu'à ce qu'il soit sûr à 100%, c'est-à-dire une fois qu'il a éliminé tous les loups-garous, à part à ce moment-là, le village n'a aucun intérêt à tuer le vendu. Donc au final, d'une certaine façon, il y a une contrepartie, ça donne envie de le tuer, ça donne envie de le cibler, mais au final, si le village est en train de gagner la game, il peut garder le vendu pour la fin. En fait, pour répondre à ce que tu disais sur la voyante, moi je considère que le loup-garou c'est un jeu de bluff et les loups peuvent en jouer, le sbire peut en jouer, se faire passer pour la voyante et le dire comme il veut en fait. Ça serait excellent que le vendu soit gentil, qu'un sbire se fasse passer pour la voyante et le fasse tuer, tu vois. Enfin, et après qu'en contrepartie, du coup les villageois ont tué le vendu et qu'il y ait 2 innocents qui meurent. Enfin, il peut y avoir des trucs incroyables. Donc, je pense que justement, faudrait qu'il soit checkable pour la voyante dès la nuit 1. Bon, la nuit 0, de toute façon, on voit un humain, mais la nuit 1. Et là, ça peut être super intéressant au niveau des débats et des bluffs. En partie floue et en partie obscure, c'est pas dérangeant en effet. En partie floue, ça peut l'être dans certaines situations. En partie claire, par contre, ouais, c'est compliqué quand même. Je suis d'accord. Est-ce que tu l'as pensé pour la partie... Enfin, est-ce que tu l'as pensé pour un mode précis aussi Pas vraiment. Moi, je suis plutôt axé mode obscur quand même, donc c'est surtout là-dessus que j'ai réfléchi, mais j'avais pas un mode précis en l'imaginant, non. Ok. Moi, ce que j'avais pensé comme solution, au final, c'est que dans les parties, enfin c'est assez contraignant, mais dans les parties où je mettrais le vendu, je n'annoncerai pas le nombre de loups-garous dans la partie. Je dis qu'il y en a. Les loups-garous, eux, en se réveillant, s'ils voient qu'ils sont vraiment peu, ils peuvent se faire des conclusions, mais ils sauront jamais trop. Et du coup, faire des parties comme ça. Du coup, les loups-garous ne peuvent pas déduire, les villageois ne connaissent pas exactement le nombre de loups, et jouer comme ça. Donc, je sais pas si Raph... Enfin, quand des choses sont cachées dans la compo, en général, j'aime pas trop. Ouais, mais là, c'est juste le nombre de loups, donc est-ce que c'est vraiment dérangeant Vous en pensez quoi? Moi, je pense pas que ça soit dérangeant. Je trouve que c'est même encore plus drôle de pas savoir. Enfin, tu vois, si en tant que MJ, t'expliques la compo, tu fais le tour des rôles, et au moment de parler des simples villageois et des loups, tu dis il y en a un certain nombre dans les deux, et que tu compenses du coup les simples villageois avec les loups. En vrai, ça peut amener des discussions aussi intéressantes durant les débats, je trouve. C'est sûr que dans tous les cas, qu'il soit bien rééquilibré ou pas, le rôle, ça va créer des discussions intéressantes, dans tous les cas, ça c'est sûr. Enfin, je pense que c'est un rôle qui va retourner le cerveau des gens, et c'est pour ça que je l'ai mis en plus, hein. C'est pour ça que j'ai voulu le tester. Parce que y a vraiment du bon dans ce rôle. Après, c'est vrai que cacher le nombre de loups... En fait, moi, ça me dérange parce que le nombre de loups connus, en tout cas, des joueurs au début de la partie, c'est la base, c'est leur base de calcul pour connaître les risques qu'ils ont le droit de prendre ou pas. C'est-à-dire qu'en gros, sur 12 joueurs, si tu sais que tu as 3
ou 4 loups-garous, ça va changer ça a changé ta possibilité de prendre des risques un tour en tuant un innocent, par exemple. Sur une partie de 12 joueurs, si tu tues un innocent au premier tour et que les loups-garous bouffent librement la première nuit, bah tu regardes au final, il reste 10 joueurs, 4 loups-garous. Ouais, tuer un innocent ne serait-ce qu'une seule journée, ça peut être dangereux, il faut être plus attentif, plus précautionneux. Des techniques comme donner un coup de pied dans la fourmilière, bah c'est peut-être un peu trop risqué pour une partie à 12 joueurs avec 4 loups-garous. Par contre, si tu prends 12 joueurs et 3 loups-garous, bah t'as un tour de plus de marge, et du coup tu peux te permettre certaines actions en tant que villageois que tu pourrais pas te permettre dans tous les cas. Et du coup, le fait de pas dire le nombre de loups-garous, ça fait, est-ce qu'on peut prendre ce type de risque là maintenant? Est-ce qu'on peut essayer de bluffer quelque chose auprès de telle ou telle personne à ce tour-là? Ou est-ce qu'on n'a pas le droit de le faire parce qu'en fait, il y a encore trop de loups-garous dans la compo? On peut pas savoir. Et du coup, en fait, le truc, c'est que parfois, cacher les choses ou les dire, ça fait varier le jeu. Ne pas dire le nombre de loups-garous, annoncer les actions de la sorcière ou je sais pas, enfin n'importe quel truc, on peut se dire parfois bah tiens pourquoi pas je vais tester. Mais le nombre de loups-garous, par exemple à la limite une partie claire, t'annonces pas le nombre de loups-garous, je me dis bah c'est peut-être pas trop grave, une partie obscure. Ouais c'est impensable. C'est impensable. En obscur c'est impensable voilà, de c'est pas ça. annoncer le nombre de loups je pense. Mais et déjà en mode clair tu vois je me dis c'est un peu tendu quand même. Les villageois, après, c'est une information qu'ils ont en moins, donc est-ce qu'il y a quelque chose pour balancer? Je me pose la question, hein, c'est-à-dire que entre mettre le vendu dans ma compo et le décider de son camp aléatoirement et du coup potentiellement déséquilibrer la partie, et en contrepartie ne pas annoncer le nombre de loups, moi je serais peut-être plus tentée de ne pas annoncer le nombre de loups. En vrai ça se teste. Hein. En vrai ça se teste. Tu sais quoi, limite il faudrait qu'on fasse des parties sur Discord pour tester les deux façons de le jouer. Moi j'ai pas entendu ce que t'as dit, ça a coupé. Non plus. Ah, je disais ça pourrait être sympa de tester les deux façons de le jouer. D'accord. Bah, c'est vrai qu'après le truc c'est que quand tu crées un rôle, j'aime bien aussi avoir la sagesse de dire faut le tester un nombre de fois suffisant pour avoir un avis qui se base sur du factuel. Et en fait, c'est ça, c'est que là, on n'est pas suffisamment sur quelque chose, enfin, on n'est pas catégorique sur le rôle, de dire c'est bien, c'est pas bien. Il y a plein de façons de le jouer où on se dit, bon, pourquoi pas, peut-être que ça passera quand même. Et du coup, j'ai envie de dire, ouais, partons pas sur des a priori et essayons plusieurs façons de le jouer et voyons laquelle présente le moins d'inconvénients et propose des parties de la meilleure qualité. Mais c'est vrai que il me frustre, il me challenge sur ce truc. Mais ouais, pas proposer les nombres de loups, ne pas dire le nombre de loups au début de partie, moi j'avoue que ça me titille. Ça me titille je dans le le ferai sens pas en mode obscur, c'est sûr. Ah non, en mode obscur c'est mort. Pourquoi pas? Enfin, qu'est-ce qui est dérangeant? Bah déjà il y a un sbire qui peut aider ouvertement les loups. Le mode obscur, tu sais jamais quand un loup meurt ou non, et du coup tu t'as jamais le décompte du nombre de loups restants, et en plus tu sais même pas combien il y en a dans la partie. Tu finis dans l'obscurité la plus totale au final. Ouais, mais finalement t'es déjà dans l'obscurité, donc en fait, vu que tu sais justement, enfin moi je trouve que j'aurais tendance à dire l'inverse, vu que justement tu sais pas si tu tues des loups, qu'il y en ait un de plus ou un de moins, je vois pas où ça dérange. Quand t'es en fin de partie et que tu sais qu'il reste 2 loups, quand t'es dans je sais pas, quand il reste 4 joueurs ou 5 joueurs, quand tu sais qu'il reste 2 loups ou quand tu sais qu'il en reste qu'un, au niveau des débats, tu vas pas penser du tout pareil et pour trouver les loups-garous, tu vois. Et en mode obscur, tout est basé sur le plan de jeu. Enfin, ça récompense beaucoup plus la capacité d'un joueur à créer des plans de jeu et être capable d'utiliser le débat pour alimenter son plan de jeu, pour qu'il puisse le corriger ou pour confirmer son plan de jeu ou l'infirmer et lui permettre de s'adapter. Si t'as pas le nombre de loups-garous, ton plan de jeu, déjà, tu peux le baser, tu peux pas le baser là-dessus, et c'est déjà très compliqué en temps normal, mais en mode obscur, t'as aucun moyen de confirmer à un moment qu'il y a 3-4 loups-garous, tu sais pas en fait. Donc tu vas commencer la partie, tu vas parler avec les gens, tu vas dire bon, ça se trouve, il y a 3 loups-garous parce que là je sens machin loup-garou. Tu commences à construire le schéma de ta partie, tu te dis
cool, j'ai mes alliés, j'ai mes ennemis, mais au final, dans tes alliés, t'as des ennemis parce que ton compte de loup-garou était pas bon. Et ça, tu peux pas le savoir à l'avance si on te le dit pas, en fait. Si on te dit pas s'il y a 3 ou 4 loups-garous, bah, tu vas te dire, ok, bah, s'il y a 3 loups-garous, machin et loup-garou, et en fait, il y en a un 4ème, et il est dans tes rangs en train de te la mettre à l'envers, quoi. Et en fait, je pense que c'est aussi pour ça que dans le mode obscur, il y a très peu de rôles type sorcière ou des pouvoirs qui tuent la nuit, pour que pour qu'on ait un minimum d'informations. Les compos sont toujours dites en totalité. On a toujours le compte exact de chaque rôle. La nuit, on sait que c'est des innocents qui vont mourir dans la plupart des cas parce que les rôles en général sont faits pour que ce soit des innocents qui meurent la nuit et du coup ça nous donne des informations. En fait, ouais, le cadre de la partie nous donne des infos et on fait ce qu'on peut avec. Mais si de base on sait pas le nombre de loups, ça devient super dur. Après, ce serait intéressant d'avoir l'avis de Daniel là-dessus. Ouais, j'avoue. Mais je sais pas comment finir ma phrase. C'est pas grave. Mais moi j'avais pensé à un autre truc quand j'ai repensé au vendu tout à l'heure. C'est je me suis dit, et si on prenait encore un peu plus de recul, tu vois, et si on reprenait juste l'idée du rôle à partir de son nom, tu vois, et qu'on essayait de lui donner une direction qui va un peu dans le même sens, mais qui essaie plus de se rapprocher de son roleplay, plus que de l'idée de base mécaniquement parlant. Je m'explique. Oui. Par exemple, le vendu, il est vendu. Donc, par exemple, j'imagine bien le vendu, il est dans le camp du village, les loups-garous lui proposent une laisse de billets. Bon ok, il va faire gagner les loups, tu vois. Et du coup, d'avoir un rôle qui potentiellement a son objectif de jeu qui peut changer en cours de partie en fonction de, je sais pas, de l'argent, j'en sais rien. J'aime pas trop les rôles qui changent de camp, parce que souvent quand on parle de changer de camp, on parle d'un villageois qui est transformé en loup-garou. On parle de personnes qui à la base sont pas censées être des loups-garous, qui d'un coup le deviennent. Mais si on prend un rôle qui de base, il sait que dans tous les cas, son objectif c'est de gagner pour lui, mais que son pour lui change en fonction de certains événements. Par exemple, je sais pas, j'en sais rien, je sais pas comment proposer ça, mais en gros qu'il ait la possibilité, pas forcément lui qui le décide, mais qu'il ait la possibilité de passer soit dans le camp des loups, soit dans le camp du village, en tant que traître dans le camp des loups, en tant que villageois dans le camp du village, et qu'il y ait des éléments, des règles qui lui fassent switcher d'un camp à l'autre, mais son but c'est juste de gagner dans le camp qui a été entre guillemets le plus offrant, tu vois. En fait, je sais, genre, c'est un solo. Enfin, c'est un solo. C'est un solo qui pourrait changer de camp chaque nuit. Ouais. Enfin, chaque nuit s'il a envie. Comment ? Et ce qui compte, ça va être son camp à la fin de la partie. Et à chaque nuit, en fait, il sera connu de tous. Genre, tout le monde sait que c'est lui le vendu. Et tout le monde peut essayer de l'inciter. Mais pour qu'ils aient envie de l'inciter et pas de le tuer, il faudrait qu'il puisse offrir des pouvoirs intéressants. Genre, oui, je vais vous offrir des pouvoirs de voyance cette nuit. Oui, alors que, je sais pas, pour les loups. Ouais, c'est ça, il pourrait juste offrir des pouvoirs de voyance. Genre des dons de voyance. Chaque nuit, il désigne quelqu'un. Je sais pas, il pourrait désigner soit des loups, soit des villageois. Et leur donner des pouvoirs de voyance. Mais du coup, il faudrait qu'ils connaissent les loups. Non, attends. Attends. Attends, Eviscu, t'as peut-être une idée toi ou pas? Enfin, je sais pas, moi j'ai une idée tordue. Vas-y. En mode, genre, en fonction de ce qui est dit durant le débat, il change de camp. Genre, il y a un mot-clé qui est fixé aléatoirement, je sais pas, par exemple, le mot-clé c'est loup. Et dès que le mot loup est prononcé, il change de camp, tu vois. Ça doit être le bordel. C'est un peu une idée à la con parce que c'est le genre de mot qui vient toutes les deux Pour un phrases. site internet géré par un bot, ce serait possible, mais en vrai, non. Honnêtement. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une idée qui pouvait être marrante, entre guillemets. C'est que chaque nuit, le vendu se réveille. Et donc, en gros, il y a des personnes qui vont pouvoir lever la main pour, entre guillemets, lui donner de l'argent. Donc, donc les personnes gardent les yeux fermés. Ah, quoique, non, il y a une grosse faille. Il y a une faille dans ce que je dis, mais on va voir. Les personnes peuvent lever la main. Donc, soit du côté du village, des personnes qui ont des rôles spéciaux, soit du côté des loups-garous, les loups-garous. Et s'il y a plus de villageois qui ont levé la main que de loups-garous, le vendu passe dans le camp des villageois. Si c'est l'inverse, le vendu passe dans le camp des loups-garous.
Mais le problème, c'est que toutes les personnes qui ont levé la main ne peuvent pas se réveiller et utiliser leur pouvoir jusqu'à la nuit suivante. C'est-à-dire qu'en gros, en gros, l'idée, c'est que tu sacrifies ta capacité d'utiliser ton pouvoir en contrepartie de récupérer le vendu chez toi. Et vu Mais ils que font ça à chaque tour? Et vu que tu as les yeux fermés en te proposant, tu sais pas si les gens de ton camp ont choisi de lever la main ou pas. Donc tu sais pas si le vendu est dans ton camp ou pas. Parce que même si t'as pas levé la main, tu peux pas savoir si... bon, si t'es sorcière, tu peux pas savoir si la voyante, le chasseur, le cupidon ont pas levé la main, tu vois. Ça t'en sait rien. Et du coup, tu sais pas, chaque tour, tu sais pas dans quel camp il est. Mais si tu lèves la main pour l'avoir dans ton camp, bah tu sacrifies ton pouvoir. Mais tout le monde le connaît ou pas? Tout le monde, bah on repart de l'idée que tout le monde le connaît. Ouais. C'est très chaud. Ouais, Parce que avec au moins t'as un côté le vendu, tu vois, il est vendu, c'est un vendu. Et il donne sa entre guillemets entre très gros guillemets sa loyauté au plus offrant. Mais est-ce que les loups-garous peuvent sacrifier leur pouvoir dans ce cas-là? Bah si tous les loups-garous lèvent la main, ils se réveillent pas la nuit, enfin ils peuvent pas manger. Mais il faut que ça soit tous les loups-garous. Et s'il y en a que 2 sur 3 qui lèvent la main? Bah dans ce cas, s'il y a 3 villageois qui lèvent la main, les loups-garous perdent le vendu. En fait, là dans ce cas-là, les loups-garous, ils ont même pas intérêt à lever la main. Ils laissent les villageois lever la main pour qu'ils perdent leur pouvoir, ils laissent le vendu jusqu'à la fin de la partie. Ouais, j'avoue. En fait, ils s'en fichent d'avoir un humain en plus dans leur camp. Hein. J'étais en train de me dire, quand le vendu passe dans le camp du village, il peut potentiellement dire la liste des gens qui ont levé la main pour trouver les loups-garous dans le tas. Mais les gens en fait, n'ont pas intérêt à lever la main pour moi. Là. Oui, ouais, c'est ça le problème, c'est qu'en faisant ça, tout le monde a intérêt à garder la main baissée en fait. Est-ce qu'on peut pas imaginer que, au lieu de sacrifier leur pouvoir, tout le monde peut... Alors, ok, je sais pas si ça va marcher, mais tout le monde lève la main et en fonction du camp qui a le plus de mains levées, il va dans ce camp-là pour le tour en question. Bah ça, attends, je finis. Ouais, et donc vas-y. chaque nuit, il y a un nouveau vote la nuit, quoi, pour savoir dans quel camp il va. Par contre, si t'as voté durant la nuit et que t'es pas loup, t'as pas le droit de voter la nuit suivante. Ouais, mais du coup, le vendu, il va le savoir. Qui ça? Le vendu va savoir quoi? Ah non, le vendu, il voit pas les votes. Bah, tu peux dire que le vendu voit pas les votes et c'est le maître du jeu. Ouais, il faut pas que le vendu voit les votes en fait. Parce que sinon, il va voir 2 fois d'affilée quelqu'un qui lève la main. Il va dire, oh, bah cette personne, elle a levé la main 2 fois d'affilée, c'est un loup. Oui, voilà. Donc tu peux dire que les votes sont cachés. C'est le maître du jeu qui les compte. Ensuite, il dit, ok, bah, c'est tous la main. Le vendu, réveille-toi. Tu es soit pouce vers le haut pour gentil ce tour-ci, soit pouce vers le bas pour loup. Et s'il se fait tuer, son but, c'est... je sais plus quel est son but. Qu'est-ce qu'on a dit? Bah, s'il passe dans un... Son but, c'est de faire gagner le camp dans lequel il est. Oui, voilà. Mais donc, il change de... En fait, potentiellement, il change de camp à chaque tour. Et du coup, la personne qui joue ce rôle doit jouer en connaissance de cause que il sait pas, au moment où il sera en possibilité de gagner, il sait pas dans quel camp il sera. Donc il doit jouer comme quelqu'un qui sait pas encore dans le camp dans lequel il est. Ou alors il fait des gros paris en se disant, ouais, je pense plutôt que vers la fin de la partie, les loups pourront voter, seront en majorité, enfin... Tu vois, Après s'il est connu de tous, il peut faire des appels. Il peut dire, bah, écoutez, je suis actuellement, je suis dans le camp du village, parce que ça, je pense pas qu'il ait pas le droit de le dire. Il dit, actuellement, je suis dans le camp du village. Je pense qu'on peut gagner en votant contre machin qui est sûrement loup-garou. Donc la nuit suivante, il faut impérativement que tous les villageois lèvent la main pour le récupérer. En fait, Pas leur droit de vote. Mais en fait, ah oui, non, c'est vrai que les villageois, une nuit sur 2, ils peuvent pas voter. Du coup, s'ils lèvent tous la main. C'est ça. S'ils lèvent tous la main, ça donne la main au loup-garou la nuit suivante. Il peut y avoir des scénarios dans lesquels... Ah oui, non, attends. Ah si, je pense qu'il peut y avoir des scénarios dans lesquels il peut faire un appel. Ça a l'air relou à gérer. Hein. En vrai, moi, ça m'amuse. Moi, cette version, je la trouve marrante. Je sais pas si c'est si relou que ça. Enfin, pour le MJ, c'est juste, c'est comme un vote, quoi. Il compte les mains levées et lui, il se rappelle qui est loup et regarde s'il y a plus de mains. Et en plus de ça, il faut se rappeler qu'ils ont pas le droit de voter et leur dire. Oui, c'est sûr. Après, peut-être ça se joue sur la confiance aussi, mais oui. En fait, c'est ça, c'est que le vote en général, c'est le truc le plus pénible entre guillemets à un MJ.
Donc c'est vrai que Ju a pas tort au niveau de... C'est ça vraiment va être le beaucoup bordel. d'efforts pour pas grand chose. Alors que dans Ultimate Werewolf, il y a Nostradamus, au début de la partie, il choisit si c'est un humain qui doit faire gagner les loups ou les villageois. Il doit parier sur la victoire et il leur fait gagner. Et là, ça prend une nuit et c'est pas galère à. Ouais, mais ça, enfin, même s'il est pas loup-garou, il pose quand même... Enfin, pour moi, il pose quand même des problèmes, plus de problèmes d'équilibrage qu'un rôle un peu random. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, le rôle, il est trop complexe, alors que, on peut facilement faire plus Alors, simple. oui, oui, je suis d'accord avec toi, il est trop complexe pour ce qu'il apporte, dans cette façon. Et puis, les nuits seront longues, gérer les votes, ce sera long. Enfin, moi, je vois vraiment le côté pratique et c'est hyper relou. Ouais, en fait, il faut beaucoup de discipline, dire le village s'endort, les loups-garous qui veulent le vendu, levez la main, les villageois qui veulent le vendu, levez la main, point final, quoi. Mm. Et compter sur le fair play de tout le monde, quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais il doit sûrement y avoir des trucs Ouais. super cool Bah, en tout cas, à faire, mais là, j'ai pas d'idée tout de suite. ouais, bah en fait, alors déjà une chose déjà c'est que je viens de me rendre compte, la vidéo ça fait 30 minutes qu'elle tourne, mine de rien. Donc comme quoi une idée de rôle parfois ça peut prendre énormément de temps à discuter. Et donc c'est aussi ce que je voulais montrer en prenant cette vidéo, c'est montrer aux gens que bah, rien qu'un rôle, c'est pas si évident que ça, et quand on se rend compte que c'est pas évident que ça peut prendre beaucoup de temps. Et en plus de ça on a quand même soulevé pas mal de bonnes idées, enfin... En fait, je pense qu'on sait par expérience, Jules et moi, qui avons l'habitude de MJ, que certaines choses sont a priori dangereuses, dans le sens où ça peut soit créer des nuits longues, soit ouvrir la porte à la triche, soit ouvrir la porte aux deux équipes des parties. Ceci dit, et Biscuit, ce que tu as ramené sur le terrain, comme quoi bah, ça dépend du nombre de joueurs, c'est tout à fait vrai, et que la version que tu proposes de base en vanilla, sans la toucher, eh ben, elle est sûrement jouable sans trop de problèmes dans une partie à un grand nombre de joueurs. Je pense qu'une partie de 20 personnes, ça devrait pas trop déséquilibrer une compo. En dessous, ça peut être un petit peu tendu, et du coup, ça laisse la porte ouverte aux autres options qu'on a discutées aujourd'hui. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est de voir que parfois, en lançant une petite idée, bah, paf, chacun a une idée à proposer, et on voit les forces et faiblesses de chacune. Et la seule faiblesse de la version que tu proposes, finalement, il discute, c'est que ben, c'est compliqué à MJ. Donc ça se range pour moi dans les trucs que potentiellement, enfin, on sait a priori que ça peut être compliqué à MJ, mais à tester, à voir s'il n'y a pas une façon plus simple de le mettre en place que ce qu'on a dans notre tête, quoi. Et donc c'est plutôt cool parce que du coup on a pas mal de versions du rôle qui sont à tester pour voir si c'est vraiment une mauvaise idée ou si ça s'arrange tout seul finalement dans les parties, quoi. Non, c'est clair. Après, il y a toujours moyen de modifier par la suite, quoi. Mais... Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, on peut aussi tester le rôle dans des parties et voir ensuite plus tard, ben, ok, ce rôle-là, il avait tel point faible. Parce qu'au final, le comportement des joueurs, on l'anticipe pas toujours. Et parfois, les joueurs proposent des idées ou adoptent des comportements face à un rôle qu'on n'a pas anticipé. Et de se dire, ben, ok, alors le vendu, peut-être qu'il y a certaines choses qu'on va devoir modifier. Aujourd'hui, j'ai modifié un rôle, réadapté un rôle qu'on avait inventé il y a 4 ans, on se prenait la tête dessus et au final on l'a jeté à la poubelle limite. Là, j'ai retrouvé la carte, je l'ai modifié et il a l'air grave cool. Mais bon. Bah ouais. Ouais, mais c'est ça, c'est qu'il y a des rôles en général, c'est comme ça que ça se passe. Tu vois le rôle, tu fais ah non, ça c'est pas bon, on va corriger ça, paf, ça fait un bon rôle. Enfin, un rôle, tu sais qu'il va être bon. Mais celui-là, t'as vu, on a trouvé plein d'idées, max d'idées, et à chaque fois, il y avait un petit machin qui fait ah, je sais pas trop, tu vois. Mais ce qui est cool, c'est que c'est pas des idées, genre, c'est pas, on s'est pas dit non plus, il n'y a pas que des idées où on s'est dit non, c'est mort, on fait pas, tu vois. Je pense qu'il faudra tester. C'est-à-dire que moi, en amont, je m'étais aussi posé pas mal de questions avant de vous le proposer, ce rôle, pour que ça soit un truc qui soit faisable, quoi. Ouais, bah ouais. Parce que j'étais parti d'abord sur plein d'idées un peu nulles qui, en fait, causaient des problèmes assez rapidement dans une partie, quoi. Ok, bah écoute, bien joué. Bon, c'est bien d'avoir eu cette démarche. Ouais, franchement, c'est cool. C'est cool. Suivez son exemple. Surtout pas moi. Non, c'était pas moi qui nous a fait un truc à rallonge? Non, c'était Yuko. Ah, c'est Yuko, oui. Avec son citoyen. Mais en vrai,
En vrai, le rôle splitté en deux, il y a des trucs intéressants, quoi. Oui, bah oui. Ouais, mais vu que je leur parle souvent en ce moment, en plus, c'est marrant. Ok, ok. Bon, bah c'est cool. Je pense qu'on va arrêter ici, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Du coup, je pense pas que je vais la faire monter parce qu'elle est vraiment beaucoup trop longue pour la faire monter. Ça vaut sûrement pas le coup. Je pense qu'on va garder le setup comme il est, et puis voilà. Et ben, merci beaucoup, Biscuit, de nous avoir accordé ton temps. C'est toujours un plaisir. De rien, c'était également un plaisir. Voilà, et Ju, merci d'avoir mis une pause à Animal Crossing. Ouais, je vais te faire travailler dans ma ville en contrepartie. Ah, c'est vrai que vous êtes en combat de dictature, c'est ça, non? Non, il y a que... Il y a que moi. Mais il m'inspire. Je prépare un raid sur l'île de Julie bientôt avec mes larbins. Ah. Je suis le seul qui joue pas à ce jeu, j'ai l'impression. Aïe, aïe. Ah, est-ce qu'on peut jouer au loup-garou sur... Bah écoute, je spoil un peu, mais c'est en préparation. C'est dans les plans. Un loup-garou sur Animal Crossing, parfait. J'ai hâte de voir ça. Bah écoute, merci à vous deux. Et, merci à toi. Et voilà. Le village s'endort. C'est ça, le village s'endort.